Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point presse du ministère des Armées. Au programme de ce jeudi, nous commencerons par l'agenda de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Puis nous ferons un point sur les actualités du ministère. Et cette semaine, le focus thématique est consacré au lien entre les armées et la jeunesse. Nous accueillons à ce titre deux intervenants, le général de corps d'armée Pierre-Joseph Givre, directeur du service national et de la jeunesse, qui fera d'abord un point sur les politiques et actions menées en faveur de la jeunesse. Puis le général de brigade Emmanuel Charpy, sous-directeur en charge du pôle formation de l'armée de terre, présentera le challenge Terre-Jeunesse, défis sportifs organisés dans les régiments à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Enfin, nous ferons un point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées. Donc je commence avec l'agenda. Hier, le ministre s'est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Shoïgu, suite à l'attentat survenu le 22 mars. Et mardi 9 avril prochain, Sébastien Lecornu inaugurera l'académie de santé du SSA, évoquée au dernier point presse, au Val-de-Grâce. Je commence avec les actualités et je démarre en revenant sur l'exercice de la marine nationale, le Wildfire, qui s'est déroulé à Toulon du 25 au 27 mars dans un contexte opérationnel marqué par un usage intensif des drones par nos compétiteurs. La marine se prépare à faire face grâce à des entraînements ciblés en expérimentant des systèmes innovants de lutte anti-drone. C'est dans ce cadre que s'est déroulé l'exercice dédié à la lutte contre les drones aériens et de surface, organisé par la Force d'action navale. L'exercice, réalisé dans des conditions proches d'un emploi opérationnel, avait deux objectifs. Le premier, c'est la mise au point et l'analyse de nouveaux systèmes industriels en cours de développement pour lutter contre les drones de surface et aériens, et la confrontation des unités participantes à des menaces massives, drones ou essaims de micro-drones. Au-delà des enseignements tactiques liés au contexte opérationnel en mer Rouge, la mise en œuvre de ces équipements de lutte anti-drone a permis un retour d'expérience qui sera ensuite exploité par le centre d'expertise de la Force d'action navale. Dans la droite lignée de la démarche de préparation opérationnelle Polaris, l'ambition est de reconduire de manière régulière cet exercice sur chacune des façades maritimes afin de l'inscrire comme exercice majeur pour la réflexion tactique et pour le test de nouveaux équipements. Je passe maintenant à un événement de l'armée de terre en lien avec l'hommage aux combattants de la Seconde Guerre mondiale dans le maquis des Glières en Haute-Savoie, au lieu de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet hommage sera présidé par le président de la République ce week-end, et l'armée de terre va commémorer les 80 ans des combattants des Glières en poursuivant ses entraînements sur les lieux mêmes des combats de 1944 dans les Alpes. Des manœuvres se dérouleront dans ce cadre le samedi 6 avril et une séquence aéroportée sera suivie d'une infiltration pour lancer une embuscade sur le chalet historique des Glières où l'ennemi était positionné en 1944. Pour plus d'informations sur ces manœuvres, vous pouvez contacter le CIRPATER. Autre événement à noter, les 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace qui revient pour cet anniversaire tout particulier, là où tout a commencé, au château de Versailles. Avant de rejoindre Salon de Provence, l'école de l'air a en effet été installée pendant 2 ans dans l'aile La Petite Écurie au château de Versailles et une soirée unique ouverte au grand public est organisée à ce titre vendredi 28 juin dans les jardins du château. À l'occasion du spectacle des grandes eaux nocturnes, les ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace rendront hommage aux aviateurs engagés sur le territoire national et en opération extérieure en réalisant des démonstrations de très haut niveau durant la soirée. Parmi les ambassadeurs, la Patrouille de France, le Rafale Solo Display, l'A400M, l'équipe de voltige, l'équipe Phoenix de parachutisme. Et un feu d'artifice et un spectacle de drones clôtureront la soirée. Je vous informe que la billetterie s'ouvre aujourd'hui à 14 h et je vous encourage à aller la consulter. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPA Air et Espace. Et nous allons à cette occasion regarder une petite vidéo, je crois.
Je poursuis avec un autre rendez-vous incontournable qui est celui du Festival du livre pour les amateurs de lecture. Il est prévu donc les 12, 13 et 14 avril au Grand Palais éphémère qui se situe en face de l'École militaire de Paris. Le ministère des Armées y participe depuis de nombreuses années et propose cette année plus de 206 références et 55 auteurs en dédicace. L'objectif de ce festival est de faire connaître les enjeux de défense, mais aussi de valoriser notre patrimoine mémoriel et culturel. Je vous rappelle que le ministère des Armées est le deuxième acteur culturel de l'État. Donc je vous invite à vous rendre à ce salon pour rencontrer des auteurs de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace, mais également du secrétariat général pour l'administration et du service de santé des armées et de l'école de guerre également. Vous trouverez donc sur le stand du ministère des Armées une large sélection d'ouvrages témoignant du monde militaire ou s'en inspirant des romans, des bandes dessinées ou des reportages photographiques. Vous pourrez également échanger avec les auteurs à l'occasion des séances de dédicaces. Enfin, un mot sur la 24e Gamers Assembly qui s'est déroulée le week-end dernier à Poitiers. C'est en lien avec notre actualité, notre focus sur la jeunesse. Pour la première fois, une équipe e-sport du ministère des Armées a participé à cet événement. Créé en 2000, c'est le plus grand rassemblement e-sport en France avec plus de 2500 joueurs s'affrontant sur des jeux favoris. On l'appelle également la plus grande LAN party de France pour Local Area Network Party. Notre équipe donc a participé au tournoi sur le jeu League of Legends qui rassemblait 112 équipes. Elle est arrivée aux portes des huitièmes de finale. Les joueurs étaient ravis de cette première expérience et ils ont suscité beaucoup de curiosité de la part des autres joueurs et ont déjà programmé leur prochain entraînement afin de progresser. Bonne chance à eux donc. Je passe maintenant à notre focus thématique dédié cette semaine à la jeunesse, à son lien avec les armées et son engagement citoyen. La jeunesse est de longue date une priorité du ministère des Armées en matière d'attractivité des métiers de la défense, mais aussi pour la transmission de la mémoire, de la culture de défense et pour le développement de la citoyenneté. Le lien entre les jeunes et les armées constitue donc un enjeu de cohésion nationale. Il est essentiel pour garantir aux armées un vivier de recrutement indispensable et maintenir son efficacité opérationnelle. Et notre ministère favorise l'égalité des chances et l'ascension sociale à travers la direction du service national et de la jeunesse, la DSNJ, et ses nombreux dispositifs dédiés aux jeunes. Il permet chaque année à de nombreux profils une meilleure insertion dans la société et contribue à forger une conscience citoyenne dont se nourrit l'esprit de défense. Les dispositifs mis en œuvre sont en constante évolution. Ils s'adaptent aux attentes des jeunes générations, aux évolutions et aux nouveaux défis de notre monde. Et ils promeuvent également toutes les formes d'engagement. Pour évoquer ces dispositifs et cet engagement multiforme, je laisse la parole au général de corps d'armée Pierre-Joseph Givre, directeur du service national de la jeunesse. Général, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Votre propos introductif finalement a résumé tous les enjeux que je vais reprendre et décliner de manière concrète. Donc effectivement, le lien entre l'armée et la jeunesse est absolument critique pour le ministère des Armées, mais plus largement également pour notre pays, puisque nous avons des enjeux clairement de recrutement, et je rappelle que le ministère des Armées est le premier recruteur de France, en particulier concernant la jeunesse, et puis des enjeux, vous l'avez précisé, de faire nation, de cohésion nationale et d'esprit de défense. Donc la question pour nous est comment mieux mobiliser la jeunesse, ou poursuivre la mobilisation de la jeunesse et mieux la mobiliser, dans un contexte particulier, un contexte de tension et de dégradation, avec une succession en France de crises sécuritaires, environnementales, sociétales, d'essence d'origine intérieure, la persistance d'une menace terroriste extrêmement élevée, et puis de guerre aux portes de l'Europe, se traduisant par des ingérences étrangères. En plus de ce contexte interne et externe, il y a celui également du marché du travail et des tensions sur le recrutement. Et tout ça nous invite écoutez, à faire l'inventaire de nos politiques et également d'imaginer de nouvelles politiques pour répondre à ces doubles enjeux de défense nationale et également de recrutement.
considérant que les besoins sont importants, très importants pour le ministère, puisque 26 000 militaires et civils pour 2024, et d'ici 2030, plus de 40 000 réservistes. Alors, les dispositifs jeunesse du ministère des Armées sont de deux types. À la fois un dispositif de nature obligatoire et des dispositifs de nature volontaire. La majorité des dispositifs, sauf celui qui est obligatoire, sont coopérés par la direction du service national avec les armées, direction et services. Le dispositif obligatoire, c'est autour d'un triptyque qui est le recensement de la jeunesse française. Tous les filles et tous les garçons français de la société française doivent se faire recenser. Aujourd'hui, c'est à l'âge de 16 ans. Le deuxième volet obligatoire, c'est la journée défense-citoyenneté. J'y reviendrai. Et le troisième volet, potentiellement obligatoire, c'est l'appel sous les drapeaux, puisque le service national n'a été que suspendu. Et le point particulier, c'est que le ministère des Armées, pendant une journée autour de la journée défense-citoyenneté, accueille, sous un statut d'appelé du contingent, ce qui est très peu connu, 800 000 jeunes. Donc sur toute l'année, on reçoit au total plus de 800 000 jeunes, essentiellement dans les emprises militaires, parfois sur des sites civils, là où il n'y a pas d'emprise militaire. Ce qu'on retient de cette journée, qui est aujourd'hui une journée essentiellement de transmission de l'esprit de défense, mais également de sensibilisation et d'ouverture au métier de la défense, c'est que 88% des jeunes estiment que la JDC leur a donné une meilleure image de la défense et des armées, et le taux d'intérêt pour les métiers de la défense s'élève à 22%. Donc même si l'esprit de défense, la transmission de la citoyenneté est aujourd'hui la mission principale, l'objectif principal de cette journée, elle sert également à l'attractivité au métier de la défense et donc ultérieurement au recrutement. Et on s'est aperçu qu'au moment du Covid, où il n'y a pas eu d'interaction physique, de présence des jeunes sur nos sites, ça a coïncidé 2 ans après avec des tensions très fortes sur le recrutement. J'insiste aussi sur la symbolique très forte à la fois du recensement qui est effectué en mairie et puis de la journée défense-citoyenneté, puisque ce sont les 2 actes majeurs de citoyenneté incontournables pour tous jeunes citoyens français et qui sont incontournables parce que obligatoires. Le deuxième dispositif, ce sont les dispositifs, mais sur la base volontaire. On avait 800 000 jeunes touchés systématiquement par la JDC. Là, on l'estime à environ 100 000. C'est un ensemble donc d'actions qui sont menées en faveur de la jeunesse, essentiellement par les armées, directions et services. Alors, vous avez le dispositif des classes de défense, environ 20 000 élèves, vous avez les chiffres ici, 760 classes. Chaque classe étant binomée avec une unité militaire, mais c'est à la diligence du corps enseignant, sur la base du volontariat des professeurs, dont la grande majorité sont des professeurs d'histoire. Nous avons également un dispositif extrêmement solide d'accueil de stagiaires et d'apprentis, pour un total de 15 000 jeunes. Nous avons des programmes particuliers liés au sport, et notamment sur cette année de Jeux Olympiques. Là, on est arrivé, alors ponctuellement, à toucher plus de 30 000 jeunes. Vous avez le dispositif des lycées de la défense, qui est opéré directement par les armées, 4 000 élèves, des cadets, 1 millier d'élèves, tous les dispositifs de préparation militaire et d'autres dispositifs particuliers, je pense aux escadrilles Air Jeunesse ou aux flottilles de la marine ou ce que va présenter le général Charpie. Également, nous avons la direction du service national de la jeunesse transpose les politiques interministérielles au sein du ministère des Armées, 2 dispositifs majeurs, le service militaire volontaire, 1200, 1300 jeunes nous rejoignent, ils ont un statut de militaire et ils font de l'apprentissage. C'est pour les jeunes qui sont en difficulté familiale, sociale et en difficulté d'insertion professionnelle. Et puis, les cordées de la réussite, où des officiers en général accompagnent, mentorent près de 8800 jeunes. L'avenir maintenant, donc là je vous ai fait un état de nos politiques, nous explorons de nouvelles approches
en tout cas côté des SNJ. Les armées aussi, par subsidiarité, imaginent de nouveaux dispositifs. En particulier, nous envisageons de moderniser, de transformer la journée défense-citoyenneté pour la rendre plus immersive, pour que les jeunes soient beaucoup plus acteurs de leur journée et qu'ils soient encore plus au contact des forces. Donc ça sera essentiellement dans les enceintes militaires, ce sera autour d'ateliers, et ça sera avec une pédagogie non plus descendante, mais une pédagogie par induction. C'est-à-dire qu'on vivra une expérience, et à partir de cette expérience, un lien humain avec nos animateurs toute la journée, et au final, ça se terminera par des échanges, par un forum, même des métiers de la défense en général. Et l'objectif, c'est de déployer cette nouvelle journée progressivement en 2025. Quant aux prochains grands événements de la DSNJ, c'est la participation avec des jeunes à l'événement Tournée des drapeaux du 24 avril 2024 aux Invalides, piloté par l'état-major des armées. C'est autour des journées des JOP. Présence également de 22 entités de la DSNJ sur le parcours de la flamme dans les territoires, en appui des armées. Et enfin, la participation des volontaires du service militaire volontaire aux cérémonies de remise des médailles des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Voilà, j'en suis disposé à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci Maximilien Nagy, journaliste indépendant. Vous pouvez nous donner plus de détails sur les pistes de réforme de la JCC, s'il vous plaît? Vous avez donné des éléments généraux. Est-ce qu'il y a des éléments plus précis sur des types d'ateliers qui seraient mis en place de manière spécifique? Alors, si pour ceux d'entre vous peut-être qui connaissent la journée défense mémoire du service national universel, il y a des jeux de rôle. Donc on imagine transposer un atelier avec un jeu de rôle sur lequel les jeunes seraient des acteurs par exemple d'une opération militaire, depuis la décision politique jusqu'à l'action. Par exemple une opération militaire qui serait dans un DOM ou un TOM par rapport à par exemple une catastrophe environnementale ou une OPEX, une opération extérieure, ou ça pourrait être peut-être le déploiement d'autres capacités stratégiques françaises. Donc il pourrait y avoir un jeu de rôle. Nous, on imagine également une séquence de tirs sportifs avec des armes laser type biathlon. En fait, l'idée, c'est d'accoutumer les jeunes garçons et les jeunes filles à pas à manipuler une arme, mais si jamais ils étaient amenés à trouver une arme, à savoir comment s'en accommoder, notamment par rapport aux règles de sécurité, également à maîtriser leurs émotions. Et en plus, c'est parfaitement ludique. Voilà, on imagine une immersion dans le métavers et on imagine un atelier sur la résilience et éventuellement les gestes qui sauvent. Donc en fait, c'est exploratoire, hein, puisqu'on a, pour nous, la question en l'occurrence ne sera pas financière parce que les investissements sont assez limités. Mais il faut qu'on voit comment on peut réaliser ça. Il va falloir qu'on forme nos animateurs. Et puis, l'économie générale est agréée par le ministre des Armées, hein, qui m'a demandé de travailler sur ce sujet. C'est pour ça que j'en parle. Ça fait l'objet aussi d'échanges évidemment très étroits avec les armées. Ce qui sera rajouté également, et c'est très important, moi je veux absolument qu'il y ait le symbole des couleurs, de la levée des couleurs et de la Marseillaise, puisque ce symbole, c'est ce qui réunit. Tout ça de manière inductive, c'est pas intellectuel. C'est-à-dire que les mots se déposeront sur une expérience vécue. Et puis, bien sûr, des échanges directs avec les militaires professionnels, plutôt en fin de journée, où pourront discuter de leur expérience de vie et des possibilités en termes de métier qui s'offrent aux jeunes. Voilà notre idée. Ça, c'est probablement évidemment l'édifice le plus concret. Mais je pense aussi qu'on ne pourra pas fonctionner dans la durée et conserver un lien étroit avec la jeunesse si nous n'améliorons pas, côté en tout cas de la direction du service national de la jeunesse, notre interfaçage numérique, de manière à ce qu'on ait un dispositif qui soit beaucoup plus facile d'accès et dans lequel il y a un dialogue à part égale entre l'usager, le jeune, pour se renseigner, et nous, pour informer le jeune des enjeux de défense nationale, des enjeux de défense globale, des enjeux de résilience, des enjeux de sécurité, et puis également des métiers qu'on peut leur offrir, ou des autres modes d'engagement, puisqu'il y a les métiers, bien sûr, civils et militaires professionnels, il y a la partie réserve, et puis il y a d'autres modes d'engagement possibles. Autre question. Vous avez mentionné le service national. Alors, est-ce que dans le cadre, je pose une question tout à fait différente,
dans le cadre du conflit en Ukraine, est-ce qu'il y a des réformes quelconques envisagées, ou en tout cas, si ce n'est pas des réformes, un moyen, enfin, une volonté d'élargir ou de faire une meilleure publicité du service national. Non pas qu'elle soit mauvaise, mais d'en faire une plus large. Voilà. Non, en fait, l'actualité, elle soulève plusieurs questions. Et la loi de programmation militaire y a répondu. C'était garantir le format de l'armée professionnelle et la pérenniser, notamment à travers la dernière intervention du ministre sur la question du DRHMD, du directeur des ressources humaines du ministère de la Défense, sur les questions de fidélisation, entre autres. Le deuxième volet, c'est la réserve, qui en fait va compléter un dispositif étoffé la ressource humaine du ministère, notamment pour faire face à des éventualités d'un engagement dans un conflit de haute intensité et ou par rapport à des problématiques d'intervention ou d'engagement sur le territoire national dans le cadre de la défense nationale. Mais on voit bien qu'il y a un volet qui aujourd'hui manque à la réflexion. En tout cas, moi je suis légitime pour réfléchir sur cette question, c'est la question d'une mobilisation complémentaire. Je ne parle pas d'un service national ou d'un service militaire, et d'une mobilisation de la jeunesse. Or, comme je vous l'ai dit, dans les prérogatives qui sont les miennes, qui sont contenues dans la loi, le service national a été suspendu, c'est une chose, sauf pour une journée, vous l'avez bien compris, parce que pour la JDC, ils ont le statut d'appelé du contingent. On voit bien qu'il y a un enjeu de meilleure connaissance pour le ministère, de manière systématique et systémique, de la jeunesse française, de ses talents, de ses intelligences, de ses compétences ouvertes et cachées. Et là, je pense qu'on a besoin de travailler en bonne intelligence, si jamais on avait besoin ultérieurement, au-delà de la réquisition, mais de mobiliser plus largement des compétences qui nous font aujourd'hui défaut, et en qualité et en quantité si nécessaire. Vous voyez où on en est dans nos réflexions. Merci. D'autres questions ? Oui, nous avons une question, je crois, en audio. Non ? Bon. Si, peut-être. Alors, nous n'avons pas entendu. Oui, bonjour, c'est Aude Leroy, journaliste indépendante. Général, je me demandais, est-ce que lors de la JDC, et comme vous avez mentionné le contexte dans lequel se trouve la France, vous faites un point justement sur ce contexte international pour les jeunes qui sont là lors de cette journée? Et deuxièmement, quand vous parlez des réflexions que vous menez sur la mobilisation complémentaire au-delà de la réquisition, est-ce que ça se situe dans le cadre de la réflexion sur les réserves, et quand est-ce que vous devez rendre vos conclusions? Merci. C'est complémentaire de toute la réflexion qu'il y a sur l'augmentation, la valorisation et l'engagement, que ce soit dans la réserve, dans l'armée professionnelle ou d'autres formes d'engagement, puisqu'il y a de nombreux dispositifs nouveaux qui émergent. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, évidemment, c'est lié au contexte, parce qu'on a bien vu qu'on est parti sur une économie de guerre. Hein. On a des enjeux de créer des stocks et d'avoir des stocks supplémentaires pour faire face au cas où. Et qu'encore une fois, moi, sur la base de la loi et sur la base du lien que nous avons de manière privilégiée avec 800 000 jeunes, nous, on est amené, il faut absolument qu'on réfléchisse à comment on fait, comment on maintient ce lien, comment on le valorise, si jamais on avait besoin de faire appel à d'autres compétences ou d'autres ressources dont nous ne disposons pas aujourd'hui par rapport au périmètre de la réserve et des forces actives. On est vraiment dans cette idée d'exploration, de meilleure connaissance de la jeunesse et de comment finalement l'amener à s'engager sur des formes qui peuvent être très diverses en fonction de nos besoins et possiblement de besoins émergents. J'observe autour de nous, quand vous regardez l'actualité ukrainienne, évidemment la France n'est absolument pas dans cette configuration, mais aujourd'hui ils ont deux difficultés. Ils ont la difficulté de l'insuffisance des stocks de munitions, l'insuffisance de matériel, ils ont d'énormes problèmes de ressources au sens matériel du terme, mais ils ont aujourd'hui un énorme problème de ressources humaines et politiques parce qu'ils n'avaient pas anticipé la question de la mobilisation
et qu'ils ont une injustice qui est en train de se créer au sein et qui est en train de fracturer d'une certaine manière la société ukrainienne, en tout cas de provoquer des tensions politiques en pleine guerre, parce que ce sujet, ils ont anticipé beaucoup de choses, mais ce sujet a mal été anticipé. C'est simplement ce que nous, on imagine. Encore une fois, il faut être très, très clair, c'est pas l'idée d'une... Moi, je ne parle pas de service militaire, ce n'est pas mon sujet. Je parle de l'idée de mobiliser des compétences en tant que de besoin pour les besoins de la défense nationale. C'est uniquement ça. Donc on a besoin d'outils et d'une cartographie consolidée de la jeunesse française. Mais potentiellement, ça peut être accroché aux réserves. Bien sûr, il n'y a pas de... C'est tout à fait sur tous les modes d'engagement. Vous pouvez en imaginer même d'autres, qui ne soient pas celui exactement de la réserve. Vous avez on avait les formes de cadets, etc. Mais enfin, vous avez plein de manières de... Mais l'enjeu, c'est de créer un lien et d'avoir identifié la ressource humaine disponible ou pas. Et ne pas compter que simplement sur le bon vouloir et le volontariat, qui en période de crise ne peut pas fonctionner. S'il y a une urgence, et c'est bien pour ça que les dispositifs du service national sont encore au sein du ministère des Armées, qui a la culture de l'urgence, qui est organisée pour faire face aux crises et qui est mobilisable en tout lieu, en tout temps, comme le dit le statut militaire. Merci, Général. Et toujours dans le cadre de l'armée et de son lien avec la jeunesse, le général de brigade Emmanuel Charpie, sous-directeur en charge du pôle formation de l'armée de terre, va maintenant vous présenter le challenge Terre Jeunesse, un beau défi sportif qui favorise la promotion de valeurs communes entre armée, sport et jeunesse, telles que le dépassement de soi, le courage, la combativité et le sens du collectif. Général, c'est à vous. Merci bien, bonjour à tous. Alors effectivement, je suis en charge de la formation, je suis aussi en charge de la pratique du sport dans l'armée de terre. Et dans ce domaine, à événement national exceptionnel, activité de l'armée de terre exceptionnelle. Et donc cet événement national exceptionnel, vous avez bien compris, sont les Jeux Olympiques. Et l'activité pour l'armée de terre, c'est ce Challenge Terre Jeunesse. Et par ce challenge, l'armée de terre est en fait tout simplement très fière de participer à la montée en puissance vers ces Jeux Olympiques, comme de montrer son intérêt en fait très naturel pour le sport, pour la jeunesse, dans un esprit de cohésion nationale. Donc l'armée de terre organise ce Challenge Terre Jeunesse que je supervise et qui permet, tout en renforçant le lien armée-nation dans les garnisons, de mettre en valeur ce qui est dans son ADN, l'ADN de l'armée de terre, des armées d'ailleurs, c'est notamment l'esprit de jeunesse et l'engagement physique et moral. Alors, l'armée et les Jeux Olympiques, ça n'est pas nouveau. Sur la diapo, vous avez quelques figures. Le caporal Alain Mimoun, par exemple, le colonel Thibaut Valette. On pourrait remonter encore plus loin dans le temps. Mais c'est aussi très actuel, avec quelques militaires d'active et aussi des sportifs de haut niveau dans le cadre du bataillon de Joinville, qui appartient plutôt au Centre national des sports de la défense. Cette année, nous soutenons donc ce bel événement, outre par la participation aux dispositifs de sécurité en étroite coopération avec les forces de sécurité intérieure, mais aussi par le parcours de la flamme, qui passe par exemple le 2 juin à Saint-Mexan, le 29 juin à Verdun, le 21 juillet à Vincennes, et puis par ce Challenge Terre Jeunesse que je vais vous présenter. Voilà, parce que qu'est-ce que c'est que ce challenge? En fait, ce sont les régiments de l'armée de terre qui organisent des événements sportifs, et c'est très ouvert. C'est à eux de choisir ce qu'ils souhaitent monter, mais ce sont des événements qui sont ouverts aux jeunes de leur région pour favoriser la promotion de valeurs communes. Alors j'en ai cité quelques-unes, l'engagement, je vais en citer d'autres, le dépassement de soi, le courage, la combativité, la ténacité, le sens du collectif, l'entraide aussi, et en particulier avec l'accompagnement des blessés, et en lien avec les Jeux paralympiques.
Voilà, donc c'est un dispositif qui vise à faire vivre dans et par notre institution les valeurs sportives en général et olympiques en particulier. Et c'est à ce titre qu'en fait une vingtaine d'événements sont labellisés grande cause nationale et répertoriés sur la carte interactive de ce label. C'est le label du ministère des Sports et des Jeux Olympiques, et qui cherche, comme indiqué sur leur site, à mobiliser les acteurs du sport et toutes les forces vives du pays pour valoriser la place du sport en France. Donc on est là-dedans, et inciter les Français à faire davantage d'activités physiques et sportives. Et donc ce label nous permet à nos régiments et surtout aux événements qu'ils organisent un peu plus de reconnaissance et de visibilité. Ce challenge, c'est donc aussi et surtout un moment de partage avec la société civile et en particulier avec sa jeunesse. En fonction de ces contraintes opérationnelles, chaque régiment va organiser un challenge avec une activité originale, ouverte à son environnement et contribuant à inscrire l'armée de terre dans la dynamique des Jeux. C'est près d'une centaine d'événements qui sont organisés, 97 pour être précis, avec plus de 90 unités de l'armée de terre qui s'engagent dans ce challenge. Donc il y a une très belle dynamique qui a lieu en ce moment, et c'est une bonne chose. Et c'est très varié. Vous avez des Olympiades, des épreuves de type mud race, du ski, du rugby. Alors vous avez quelques images qui sont affichées, des courses d'orientation, y compris aussi d'ailleurs du handisport avec la BSPP. C'est un événement qui aura lieu le 27 avril. Et de manière générale, ce sont plutôt des activités qui sont en lien avec les activités que nous pratiquons dans le cadre de la préparation de nos différentes missions. Vous avez un aquathlon au 2e RPIMA à La Réunion. Vous avez plutôt des choses tournées vers le sport parachutiste, alors pas à la préparation aux techniques des troupes aéroportées au 35e régiment d'artillerie parachutiste. Voilà, chacun imagine en fait et propose et organise ce type de choses. On a commencé avec le 2e RIMA. C'était un cross co-organisé avec Ouest France, le 93e régiment d'artillerie de montagne aussi, avec une course qui, les deux, ont rassemblé des centaines de collégiens, lycéens et militaires. Aujourd'hui même, vous avez des Olympiades au 4e RMAT à Nîmes, vous avez un pentathlon à l'école du génie à Angers, vous avez une course à obstacles 126e régiment d'infanterie. Enfin, vous voyez, il y a pas mal d'initiatives. Et en fait, ces activités vont surtout avoir lieu à partir de maintenant. Vous comprendrez bien que la météo la plus favorable, a priori, c'était plutôt avril, mai, juin que février et mars. Et donc, si nous avons eu quelques activités jusqu'à présent, eh bien, le pic va arriver. 75% des événements sont concentrés sur cette période. Voilà. Quelques événements sont d'ailleurs parrainés par des sportifs de haut niveau ou des sportifs du bataillon de Joinville. Vous avez par exemple Pauline Desroulettes qui sponsorise les Olympiades handisport de la BSPP, ou Fabien Pelouse pour un challenge de rugby organisé par le 14e régiment d'infanterie du soutien logistique RISLP. Le challenge se termine fin juin. Et les 3 premières unités se verront remettre un trophée, une récompense singulière que vous voyez sur la diapo et qui a été réalisée par un artiste tourangeau. Et ils seront décernés aux 3 premiers régiments. Je dis régiments de manière générique, en fait il y a aussi les écoles, il y a un certain nombre d'unités. Et donc ces régiments qui seront le mieux illustrés dans cette démarche avec des critères de participation, donc de volume, d'originalité, de contribution à l'esprit olympique, de rayonnement, mais aussi le lien avec d'autres dispositifs comme au sport jeunesse citoyen, évoqué tout à l'heure par le général Givre, Terre de Jeux 2024, qui était un dispositif plutôt avec les acteurs locaux, les collectivités territoriales en particulier,
etc. Voilà, ce sont les critères qui seront étudiés pour remettre ces prix, qui seront remis par le chef d'état-major de l'armée de terre début juillet, et les détails vous seront communiqués pour cet événement. Voilà, pour conclure, le rôle essentiel en fait de cet événement, c'est de montrer et promouvoir la convergence des valeurs de l'armée de terre et celle des sportifs à l'orée des Jeux Olympiques. Et ce challenge représente une opportunité de se tourner ensemble, armée de terre et jeunesse, vers les Jeux Olympiques comme vers la défense de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Général. Nous allons passer maintenant donc au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées. Merci, Madame la Directrice. Et le 4 avril 1959 naissait l'OTAN. Aussi, c'est bien naturel qu'aux côtés de nos alliés, les armées françaises demeurent pleinement engagées dans l'OTAN et notamment singulièrement dans le renforcement de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe. Dans une démarche ferme et non escalatoire, elle contribue activement aux missions de rassurance de l'Alliance avec des moyens adaptés et réactifs. Par exemple, en mer Baltique, la frégate multimission, la FREM Normandie, poursuit son déploiement. Elle a notamment réalisé sa patrouille aux côtés de la frégate italienne Luigi Rizzo, également intégrée au Standing NATO Maritime Group 1. La Normandie est arrivée en escale à Copenhague le 29 mars avec l'ensemble de son groupe. Cette nouvelle coopération à la mer a confirmé le haut niveau d'interopérabilité entre les marins italiens et français au sein de l'Alliance. En parallèle, le chasseur de mines tripartite, le CMT L'Aigle, intégré au Standing NATO Mine Countermeasures Group 1, SCNMCG-1, a appareillé de Stavanger, en Norvège, pour une patrouille opérationnelle dans les détroits danois. Il est également arrivé en escale à Copenhague le 29 mars pour donc une escale commune et commune à la force navale multinationale de l'OTAN en Atlantique Nord. En Estonie et à terre, avec la mission Lynx, du 25 au 27 mars, l'équipe médicale du détachement Lynx a participé à l'exercice annuel Sparrow Strike aux côtés de ses alliés estoniens, britanniques, américains et lituaniens. Cet exercice interallié a simulé la prise en charge de blessés, de la zone de combat jusqu'à l'hôpital, en passant par les étapes clés des rôles 1, donc les postes médicaux avancés au plus près des combats, les rôles 2, les modules de chirurgie de campagne. Les alliés ont pu partager les différentes approches dans les procédures de soins de chaque nation. Sparrow Strike approfondit donc l'interopérabilité entre équipes médicales des forces alliées sur le théâtre, permettant un travail de concert dans un domaine de haute technicité. Ces entraînements démontrent là aussi l'engagement du détachement français aux côtés de ses alliés, et notamment les alliés estoniens sur le flanc est de l'OTAN. Dans les airs, dans le cadre du déploiement des Mirage 2000-5 pour la police du ciel dans les cieux baltes, le 27 mars, 3 Mirage 2000-5 en Lituanie ont réalisé une mission d'entraînement interallié dans le cadre du protocole FSTI, Finnish Swedish Training Exercise. Après avoir décollé de la base aérienne de Schlodlai en Lituanie, ils ont rejoint les aéronefs alliés, 2 Eurofighters allemands, 2 F-16 polonais, 2 F-16 belges et un A330, un Airbus A330 MRTT, Multi-Role Tanker Transport, néerlandais. Après avoir été ravitaillés par ce dernier avion, les chasseurs ont rejoint leur position avant de réaliser une mission d'entraînement au combat aérien en BVR, Beyond Visual Range, contre la force adverse, composée d'une dizaine d'aéronefs, parmi lesquels des F-18 finlandais, des Gripen suédois et un A400M allemand. Cette mission a permis aux nations participantes d'approfondir leur coordination dans un cadre interallié, contribuant ainsi à la posture défensive et dissuasive de l'Alliance sur le flanc Est et intégrant les 2 derniers venus dans l'OTAN, donc la Finlande et la Suède. En Lituanie, toujours pour le détachement des Mirage 2000-5, le 28 mars, c'est la fin du mandat des Mirage 2000-5, du détachement français de l'armée de l'air et de l'espace qui a été déployé depuis décembre en Lituanie. Et en l'occurrence, il y a eu une cérémonie commémorant aussi les 20 ans de l'entrée de la Lituanie dans l'OTAN et de la mission Baltic Air Policing, donc en 2004.
Cette cérémonie a été également l'occasion de procéder à la relève entre les détachements belges et français, qui assuraient la police du ciel, vis-à-vis des détachements suivants, espagnols et portugais, pour donc les missions de police du ciel de l'OTAN dans les cieux baltes, en Lituanie. Pour la mission Aigle, en Roumanie, depuis le 25 mars, sur le camp de Cinku, les militaires français et belges du bataillon multinational participent aux côtés de leurs alliés portugais, polonais et macédoniens à un exercice qui s'appelle Red Scorpion, conduit par le 26e bataillon roumain de reconnaissance en montagne. Cet entraînement vise à entretenir l'interopérabilité des membres de l'OTAN afin de garantir en permanence la protection de ses membres et leur réactivité. Ainsi, pendant 2 semaines, les militaires de l'Alliance ont éprouvé leurs procédures de tir et de combat en zone urbaine. En Atlantique Nord, un bilan du déploiement de la FREM, la frégate Aquitaine, qui a rejoint Brest le 27 mars, après 7 semaines de mission en mer Baltique. Ce déploiement a eu pour objectif de contribuer à la posture dissuasive et défensive de l'OTAN, et elle a été notamment marquée par des interactions avec la Suède, qui venait de rejoindre l'OTAN, comme je l'ai dit tout à l'heure. La présence régulière de bâtiments français sur zone permet de disposer d'une appréciation autonome de situation sur le flanc Est et puis de contribuer aux côtés de nos alliés à la protection de la liberté de navigation dans cet espace particulièrement encombré. En Méditerranée orientale, la frégate de type Lafayette Courbet poursuit sa mission d'appréciation autonome, elle aussi, de situation en Méditerranée orientale. Le 2 avril, le Courbet a ainsi conduit, en soutien associé à la FINUL, la force interarmière des Nations Unies au Liban, un exercice de coopération très riche avec la frégate allemande Baden-Württemberg. En complément, depuis le 1er avril, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 opère depuis la base aérienne de Constanta, en Roumanie, et il a pris la relève du détachement qui était basé à La Sud, en Crète, depuis le 10 mars, pour poursuivre les missions de surveillance au profit de la sûreté maritime dans la région. On bascule au Proche et Moyen-Orient. Après un déploiement de 3 mois en océan Indien et en mer Rouge, la frégate multimission à capacité de défense aérienne renforcée, la FREMDEA Alsace, a effectué son transit retour en Méditerranée vers Toulon. Vous avez pu la suivre. Au cours de sa mission, elle a relevé la FREM Languedoc, puis évolué au sein de l'opération européenne Aspides, qui a vu le jour le 19 février pour contribuer à la liberté de navigation et à la protection du trafic maritime civil dans la zone stratégique de la mer Rouge et du golfe d'Aden, assurant aussi un continuum de sûreté maritime entre le détroit d'Ormuz et le canal de Suez. Dans le cadre toujours de l'opération européenne Aspides, il y a eu une relève avec une autre frégate multimission qui opère désormais en mer Rouge depuis le 29 mars. Et puis encore une autre frégate, une frégate légère furtive, qui a rejoint le golfe d'Aden et qui poursuit ses patrouilles au profit de la sûreté maritime, centrée essentiellement sur la lutte contre les trafics illicites, en lien avec un avion de patrouille maritime Atlantique 2, qui lui est stationné à Abu Dhabi. Et cet Atlantique 2 a pu notamment effectuer plusieurs vols opérationnels au profit de l'opération Agénor, qui est le volet militaire français de l'initiative européenne EMASO, European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz. Ainsi, grâce à ses forces prépositionnées et ses déploiements de longue durée d'aéronefs et de bateaux, la France contribue activement à la sûreté maritime, comme je vous le disais, depuis Suez jusqu'à Hormuz. Pour l'opération Chamal, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leurs actions contre Daesh tout au long de la semaine, en effectuant 14 sorties aériennes, totalisant plus de 57 heures de vol, et des vols qui s'effectuent sur le spectre complet des missions aériennes, de la défense et surveillance de l'espace aérien, de la prise d'alerte pour un appui-feu, close air support éventuel, et des reconnaissances menées au Moyen-Orient au profit des troupes au sol. En Irak, à la demande des forces armées irakiennes, les armées françaises participent à la formation des bataillons du désert. Après un premier bataillon formé de novembre à février, et dont nous avions parlé ici, une seconde formation a débuté le 23 mars dernier, avec un premier module de formation dédié au combat d'infanterie débarqué.
Le partenariat militaire opérationnel entre l'Irak et la France s'inscrit dans le cadre d'une coopération bilatérale qui est fructueuse et elle vise à renforcer les compétences de lutte contre le terrorisme en milieu désertique des forces irakiennes. Elle démontre l'engagement des armées françaises avec leurs partenaires pour la stabilité de la zone. Enfin, du côté de Djibouti, le 28 mars, les forces françaises stationnées à Djibouti ont porté assistance à la population djiboutienne touchée par la crue subite d'un oued, l'oued d'Ambouli, après de très fortes intempéries. Au total, c'est près de 20 personnes en détresse qui ont été secourues par un hélicoptère Puma de la base aérienne 188 de Djibouti, en coordination bien sûr avec les forces de sécurité intérieure et la sécurité civile djiboutienne. Dans le golfe de Guinée, le patrouilleur de haute mer commandant Bouran a fait escale au mouillage devant Bissau le 25 mars. Le dernier passage d'un bâtiment de la Marine nationale datait de 2007. La présence de ce bateau a permis d'accueillir à bord pour un déjeuner officiel le contre-amiral secondant le chef d'état-major de la Marine de Guinée-Bissau et d'échanger sur les enjeux de la mission Corymbe et l'intérêt de futures coopérations entre la France et la Guinée-Bissau. L'escale a également permis l'observation des infrastructures portuaires et des conditions de navigation dans le fleuve. De manière parallèle, après 7 jours de patrouille au départ de Mindelo, le bâtiment hydrographique Borda a accosté à Cotonou, au Bénin, le 30 mars pour une période de formation au profit de plongeurs béninois. Le bâtiment a reçu également à bord une délégation d'experts béninois en océanographie pour de riches échanges sur les spécificités hydrographiques et océanographiques de la zone. Enfin, au Gabon, l'exercice aéroporté français franco-gabonais Sinople 2 s'est déroulé les 27 et 28 mars dans la région de Nionier, organisé par les EAG, les éléments français au Gabon, et mobilisant plus d'une centaine de parachutistes. Cet exercice a reproduit la saisie simulée d'un camp aménagé en base logistique pour leurs activités illicites par des orpailleurs clandestins et des braconniers bien sûr simulés. La compétence TAP, troupes aéroportées, nécessite une actualisation constante des savoir-faire techniques et des tactiques élaborées. L'entretien de cette capacité illustre le haut degré d'interopérabilité entre les spécialistes du combat aéroportés gabonais et français. En Indo-Pacifique, pour les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, un détachement d'instruction opérationnelle NEDEX, neutralisation, enlèvement et destruction d'explosifs, s'est rendu aux Comores du 18 au 28 mars afin de réaliser un partenariat avec les forces comoriennes sur la destruction de munitions. À la demande de l'armée comorienne, cette équipe a effectué une mission d'expertise dans le domaine de dépollution de munitions sur le sol comorien. Cette compétence précieuse dans l'océan Indien a permis d'évaluer la menace et d'y répondre de manière efficace et rapide, avec des échanges fructueux entre les deux armées et qui s'inscrivent dans un partenariat de longue date pour la sécurité et la stabilité régionale. En Polynésie française, presque un mois après le début de son déploiement en Asie, la frégate de surveillance Vendémiaire a quitté Belawan, dans le nord de l'île de Sumatra, où elle avait fait escale quelques jours. Par la suite, elle a patrouillé dans les détroits de Malacca puis de Singapour afin de poursuivre sa patrouille en zone économique exclusive malaisienne. Le Vendémiaire conclut sa patrouille dans le golfe de Thaïlande avec notamment une mission de surveillance maritime de son hélicoptère Dauphin le 30 mars avant de réaliser une escale à Bangkok. Enfin, un bilan sur les opérations d'assistance au départ volontaire des ressortissants français de Haïti en lien avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et sur décision du président de la République, les armées françaises ont conduit du 24 au 29 mars une opération d'assistance aux Français qui sollicitaient un départ de l'île, donc en proie à des violences, comme vous le savez. Sous le commandement opérationnel des forces armées aux Antilles, des capacités interarmées ont été engagées dans cette opération, maritime évidemment autour notamment du groupe Jeanne d'Arc. Vous avez pu suivre les embarquements et les allers-retours d'hélicoptères à bord du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre. Il y avait aussi le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer du Mont d'Urville, qui a notamment débarqué des ressortissants ensuite dans les Antilles. Donc des capacités maritimes, des capacités aériennes, par le déploiement finalement initial depuis la métropole d'hélicoptères de transport
et d'un A400M. Et enfin terrestre, avec le groupement tactique embarqué sur le PHA et le 33e RIMA, Régiment d'infanterie de marine. Au total, plus de 240 ressortissants, donc 170 Français à peu près et 70 ressortissants étrangers, ont bénéficié de cette assistance au départ volontaire et ont rejoint ainsi la Martinique. Enfin, dans l'Hexagone, tout au long du mois de mars, et notamment dans la zone de défense de Paris, une série de scénarios réalistes a été organisée avec les militaires de l'opération Sentinelle, les pompiers de Paris et les forces de sécurité intérieure, des exercices qui permettent de s'entraîner à des situations de crise où la coordination, la communication et la coopération sont essentielles. Ensemble, militaires, pompiers et FSI sont entraînés à répondre aux menaces terroristes en mettant en œuvre des procédures coordonnées et des techniques spécialisées. Ces entraînements visent à préparer une réponse rapide et efficace aux situations d'urgence, bien sûr en réponse au rehaussement du niveau d'alerte vis-à-vis des attentats depuis 2 semaines, mais contribuant bien sûr à la sécurité et à la protection des citoyens français en prévision des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Et il n'y a pas qu'à Paris, puisque en zone sud, les unités de la force Sentinelle, par exemple, ont augmenté leur activité au cours des derniers jours, suite au rehaussement du niveau dont je parlais, du niveau d'alerte du plan Vigipirate, décidé par le Premier ministre le 25 mars dernier. Elles ont intensifié leur présence et le nombre de leurs patrouilles sur les sites identifiés comme sensibles par les autorités préfectorales, et elles ont notamment contribué à la sécurisation des fêtes de Pâques en zone sud, ainsi que l'édition 2024 de l'Escale A7, dont vous trouvez une mention au recto du col bleu qui a été distribué par la marine sur vos bureaux. C'est parfait, merci beaucoup. Comme vous l'avez précisé, l'OTAN fête aujourd'hui ses 75 ans, et c'est une date très importante pour la France qui fait partie des 12 membres fondateurs. La France et les armées françaises restent pleinement engagées au sein de l'Alliance, notamment à travers les différents déploiements que vous avez présentés. Et c'est important de le rappeler. Je vous remercie pour avoir participé à ce point presse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous accueillerons l'amiral Jacques Mallard pour nous parler du groupe aéronaval. Merci, très bonne journée à tous.